Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 11 avril. Martin Fayoulou et Adolphe Mozito, la séparation est désormais actée. Les deux leaders ne sont plus dans la même plateforme, la Mouka. Le parti de Mozito dit avoir constaté l'auto-exclusion de Martin Fayoulou de la coalition. Le week-end dernier, l'ancien candidat à la présidence, Martin Fayoulou, avait placé un autre coordonnateur, excluant son désormais ancien alter ego Adolphe Mozito. À la une également à l'international, le secteur minier en Tanzanie continue à être un moteur de l'économie avec une contribution au PIB de plus de 9% actuellement. Bonsoir à tous. Le divorce est désormais consommé officiellement entre Martin Fayoulou et Adolphe Mozito, tous membres du présidium de la coalition Lamouka, après, je cite, l'auto-exclusion de l'ECD de Martin Fayoulou de la coalition. Cette annonce a été faite par Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, dans une conférence de presse organisée au siège du parti, annonçant par la suite que le parti Nouvel Élan dirigera Lamouka pendant les 6 prochains mois. Blest Kuzola, Merveille Ngalula et Stani Samba. S'est tenue ce mardi 11 avril 2023 la conférence de presse du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mozito à son siège dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Plusieurs personnalités du parti ont répondu présents à ces assises, notamment le président national du parti Nouvel Élan, Paulin Boma. Animée par les secrétaires généraux du parti, Maître Blanchard Mongomba, cette conférence de presse avait pour but de faire une déclaration concernant la plateforme Lamouka en réponse à la passation de pouvoir effectuée le samedi 8 avril dernier entre Martin Fayoulou, coordonnateur sortant, et Mathieu Kalele, coordonnateur entrant. Nouvel Élan invite l'opinion nationale et internationale à constater ce qui suit. 1. La motivation de M. Martin Fayoulou et de son parti de rompre l'alliance et le partenariat avec Nouvel Élan et M. Adolphe Mozito relève d'un plan qui date de l'époque du bloc patriotique. 2. Au lieu de procéder par une séparation à l'amiable, il a à chaque fois recouru à des subterfuges et des contre-vérités jusqu'au dernier et grossier mensonge en vue d'atteindre son objectif. 3. La passation du pouvoir en faveur de M. Mathieu Kalele par M. Martin Fayoulou après sa cooptation irrégulière et frauduleuse est une opération faite en violation de textes régissant la Mouka dans l'objectif de s'accaparer de la plateforme. Par la suite, Maître Blanchard Mongomba a annoncé officiellement l'auto-exclusion de Martin Fayoulou et de son parti politique SID de la plateforme Lamouka et dit que Nouvel Élan prend officiellement le commande de Lamouka pour les 6 prochains mois. Cela étant, le Nouvel Élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamouka de M. Martin Fayoulou et de son parti SID. Le Nouvel Élan prend à ce jour le commande de Lamouka comme le prescrit la Convention pour les 6 prochains mois. Le Nouvel Élan mettra au profit son mandat de 6 mois pour évaluer le travail de la Mouka au courant de 4 dernières années. Après les échanges des questions et réponses, c'est sur une ambiance bon enfant que cette manifestation s'est clôturée. Suite du procès du député Edouard Mwanga Chouchou, le ministère public a présenté le rapport de son analyse après avoir pris connaissance du contenu du coffre-fort et du contrôle effectué dans quelques résidences du concerné au cours d'une audience devant la haute cour militaire siégeant à la prison militaire de Ndolo. Selon l'organe de la loi, l'Agence nationale de renseignement a établi le rapprochement entre Edouard Mwanga Chouchou et les autorités rwandaises.
Le ministère public a révélé que le rapport fait par l'ANER sur ce dossier évoque que le député aux arrêts est membre de la diaspora rwandaise, fin de citation, et il a beaucoup investi au Rwanda. Mais l'intéressé a répondu qu'il est congolais d'origine et n'a jamais entrepris une quelconque démarche pour investir au Rwanda. C'est une tournure inquiétante que prennent les débats autour de la proposition de loi de père et de mère. Dans le Grand Katanga, le vieux discours séparatiste refait surface. Des politiciens agitent le chiffon rouge de la sécession. Réponse immédiate du gouvernement. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, à ces sujets. Qu'on se regarde dans les yeux et qu'on sache ce que nous voulons. Monsieur Tchani est un citoyen congolais qui a soulevé un débat qui suscite la passion dans l'opinion. C'est une expression démocratique parce que visiblement, en démocratie, il n'existe pas de sujets tabous. Il ne devrait pas exister de sujets tabous. Il vous souviendra, j'étais député au mandat passé, vous couvriez à l'Assemblée nationale, qu'il y a un de collègues qui avait même pris l'initiative pour parler d'une loi du genre mariage pour tous. Alors, est-ce que M. Tchani, pour avoir soulevé cette question, le gouvernement doit les mettre en prison? Est-ce que ce serait logique que nous puissions les mettre en prison? Parce que finalement, lorsque nous regardons les différentes réactions, il faut observer ceux qui réagissent. Il faut observer ceux qui réagissent autour de cette question qui, malheureusement, est visiblement entretenue, qui plaît à beaucoup, parce que ça donne des prétextes pour tenir des propos tels que vous l'avez dit. Je vais y revenir. Ici, il faut d'abord qu'on situe le sujet dans le cadre de la liberté d'expression, dans le cadre de la démocratie. On n'entre pas dans le fond du sujet, mais il faut reconnaître à M. Tchani, comme il faut reconnaître d'ailleurs à Christian Mwando, le droit de s'exprimer tel qu'il pense. Nous sommes en démocratie. Des deux, est-ce que c'est par un discours ségrégationniste qu'il faut répondre à une loi que l'on considère discriminatoire? Vous avez parlé de l'homélie du cardinal, j'étais à la messe hier, je l'ai entendu, j'espère que le cardinal fera aussi une homélie pour répondre à Christian Mwando, qui utilise un discours ségrégationniste pour répondre à un discours discriminatoire. Vous voyez que là, nous sommes dans les jeux des extrêmes. On veut comparer cette initiative qui est prise par un individu qui est coutumier des prises de position à une politique qui avait été entretenue en Côte d'Ivoire. Ici, le gouvernement ne s'est pas prononcé ou ne soutient pas ou n'est pas porteur de cette loi. La force régionale d'Afrique de l'Est pourrait rempiler pour 3 mois de plus en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC négocie un séjour supplémentaire relativement court des troupes des pays de l'Est avec l'espoir que la situation sécuritaire devienne normale dans la partie orientale du pays. Emi Kabea. Selon le porte-parole du gouvernement, le bail de la force régionale d'Afrique de l'Est devrait être prolongé de 3 mois. Nous estimons que si cette phase critique se déroule dans la sérénité comme les choses sont prévues, il n'aura pas besoin d'avoir cette force au-delà de ces délais, a indiqué le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Une réunion de ministres de défense de pays de l'EAC est prévue à Goma en vue d'évaluer les actions de cette force pour besoin d'efficacité sur les terrains. Actuellement, les contingents de tout le pays contributeurs de troupes de la force régionale de l'EAC sont arrivés à l'est de la RDC. Les derniers à être déployés sont les Sud-Soudanais, arrivés dans le Nord Kivu il y a près de 10 jours. Le déploiement complet de troupes a permis un retrait progressif de rebelles qui sont remplacés par la force régionale. Mais les contextes restent encore fragiles car les autorités congolaises ne croient pas au retrait effectif de rebelles du M23. Le 11 avril, le monde entier célèbre la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Très peu connue, cette maladie atteint souvent les personnes de troisième âge, entre 75 et 80 ans. Le but de la journée est de sensibiliser la population sur les symptômes et la prise en charge de cette maladie. Mais comment faire face à cette pathologie? Nous avons recueilli à ce propos le point de vue du docteur Dimandja Dieudonné. Il est au micro de Rachel Misenga et de Giscard Tamba. Maladie de Parkinson, c'est
une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire une maladie qui atteint les neurones, qui sont les cellules neuronales. Alors, il y a une atteinte à ce niveau-là. C'est ce qui cause cette maladie de Parkinson. Donc, ce sont des troubles qui apparaissent à partir du système nerveux. À partir du système nerveux central, il y a un problème de déficit au niveau de la commande, du niveau du système nerveux, et qui fait que certains membres, sans être commandés ça de soi-même, c'est beaucoup plus les extrémités, les doigts, les membres inférieurs, les membres supérieurs, la langue. La personne tremblote et il ne sait pas commander ce mouvement-là. C'est les informations même qui a tué aussi le célèbre boxeur Mohamed Ali à l'époque. Et dans les quartiers aussi, je vis quelqu'un en train de souffrir aussi de cette maladie-là. Les symptômes, c'est, vous verrez que la main de la personne tremble à tout moment, sans arrêt des fois. Et c'est ce que voilà, j'ai l'idée sur cette maladie-là, dans des cas comme ça. Oui, il y a une prise en charge, comme la maladie est due à un déficit, à un neurotransmetteur qu'on appelle dopamine. Alors, le traitement médicamenteux est fait d'un médicament qui est fait de dopamine, qu'on appelle L-Dopa, ou bien Levodopa, qu'on donne chez le patient et ça améliore quand même le symptôme. Le docteur Dimanja a été complété aussi par 2 anonymes. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Je l'avais annoncé en titre, en Tanzanie, le secteur minier est un moteur de l'économie avec une contribution au PIB de plus de 7% en 2022. L'or est le principal produit minier exporté et plusieurs miniers artisanaux et à petite échelle représentent environ 10% de la production. D'ici 2025, le gouvernement compte sur l'exploitation minière à petite échelle pour porter la contribution du secteur minier à 10% du revenu national brut contre 9,1% actuellement, indique le ministère des Mines. Suivez. Selon le ministère tanzanien de Mines, le secteur minier devrait représenter 10% du revenu national d'ici 2021. À en croire les dirigeants de ces ministères, il s'agit d'un objectif à portée de main compte tenu de la croissance de recettes de l'exploitation artisanale ces 2 dernières années. Elles ont en effet connu une progression fulgurante sous le régime de la présidente Samia Suluhu Hassan, en poste depuis mars 2021, passant de 451,6 millions de shillings tanzaniens à plus de 1000 milliards à fin février 2023, soit 19 millions de shillings tanzaniens, ce qui représente 500 millions de dollars américains. L'or représente environ 80% de ses revenus grâce non seulement aux prix élevés sur le marché, mais aussi à la mise en place de comptoirs d'achat officiels. Plus de 40 établis ces dernières années sur tous les territoires nationaux, permettant aux mineurs de céder leur production sans parcourir de longues distances. La stratégie des autorités locales repose aussi sur le soutien financier aux activités des mineurs à petite échelle à travers les institutions financières locales. À titre d'exemple, la CRDB, l'une des plus grandes banques du pays et d'Afrique de l'Est, a fourni de près d'une valeur totale de 200 milliards de shillings tanzaniens, soit plus de 80 millions de dollars américains aux mineurs à petite échelle. Ces efforts devraient se poursuivre avec la signature d'un accord entre la compagnie minière nationale Stamico, les institutions financières et les sociétés de vente d'équipements afin de soutenir collectivement la croissance aux mineurs à petite échelle. Selon les données publiées par le cabinet de recherche britannique Arcon Macro Consulting, le groupe de 5 pays émergents connus sous l'appellation de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, a désormais un poids économique plus important que celui des groupes de 7 pays les plus industrialisés de la planète, qui comprend les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le poids économique grandissant du groupe des BRICS s'explique essentiellement par la forte croissance économique qu'enregistrent la Chine et l'Inde.
Ce poids pourrait même se renforcer davantage durant les années à venir avec l'élargissement du bloc à des nouveaux pays. Jojo Moulamba. C'est pour la première fois que le BRICS dépasse le G7 en termes de contribution au PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. En 2020, la contribution du bloc de BRICS au PIB mondial a atteint 31,5% contre 30,7% pour le G7 en parité de pouvoir d'achat. Ces changements majeurs a été notamment favorisés par la forte croissance économique qu'enregistrent la Chine et l'Inde. La contribution du groupe de pays émergents au PIB mondial devrait se renforcer durant les prochaines années, surtout avec l'élargissement du bloc de BRICS à de nouveaux pays. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud au sein du groupe de BRICS, Anis Oklal, avait annoncé en février dernier que plus d'une dizaine de pays, dont l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, l'Argentine, la Turquie, l'Iran ou encore l'Algérie, ont exprimé leur intérêt pour une adhésion à ces blocs. Parmi ces pays, 4 ont déjà déposé officiellement de demandes d'adhésion: l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Algérie et l'Iran. Malgré leur important poids économique et démographique, soit 3,2 milliards de personnes, le pays membre du groupe des BRICS ne dispose actuellement que de 15% de droits de vote à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Le groupe qui a créé en 2014 sa propre banque de développement pour tenter de bousculer l'architecture financière mondiale dessinée par les accords de Bretton Woods réclame depuis quelques années un rôle plus important dans les organes de gouvernance mondiale et le passage de l'ordre mondial unipolaire instauré dans la foulée de la guerre froide à un ordre multipolaire. Place à la revue de presse. Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux Paris ce mardi 11 avril 2023 dans la ville de Kinshasa. La loi sur la congolité de Noël Tchani ainsi que l'organisation des Jeux de la francophonie ont été au cœur des journaux Paris dans la capitale. Répondant à une question sur la loi Tchani au cours du briefing de presse hier, Patrick Mouyaya répond qu'il ne faut pas lier les gouvernements à une initiative d'individus. Les titres en machette de Forum des As, les quotidiens continuent, direct, sans user de circonlocution. Mouyaya a demandé à ses compatriotes de se regarder dans les yeux et de savoir ce qu'ils veulent. Tchani est un Congolais qui a soulevé un débat, fait-il observer. Rappelons que c'est une expression démocratique. Pour cela, Noël Tchani doit-il être voué aux gémonies, jeté en prison? S'est interrogé le ministre. Ici est de rappeler que dans une récente interview accordée à Marius Maunga, journaliste à la VOA, Fachi avait indiqué qu'il ne pouvait se permettre de condamner une telle initiative dans un pays qui se veut démocratique. Tchani est un Congolais jusqu'à preuve du contraire. C'est un Congolais qui a le droit de penser ce qu'il est bon pour son pays. Selon lui, c'est son droit. On ne peut pas ici faire les procès de Tchani parce que nous sommes en démocratie où tout le monde a le droit de s'exprimer, note le journal. Et d'ajouter, est-ce que le fait d'être né congolais de père et de mère est un critère suffisant pour servir son pays, ses compatriotes de manière loyale, fidèle et cela de manière convenable? Ne crois pas, parce que même l'histoire la plus récente de notre pays nous démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de ces pays. Donc, ce n'est pas un critère. Ceux qui pensent que c'est un critère, c'est à eux d'argumenter, a-t-il conclu. Toujours dans cette optique, Ambongo ne lâche pas. La Congolité divise, écrit Ouragan. Le bi-hebdomadaire note qu'en ces moments singuliers de l'histoire de notre pays, a-t-il dit, nous avons un urgent besoin des gestes et des lois qui rapprochent, plus que des actes et des dispositions qui nous dressent les uns contre les autres. Dans un tel contexte, un projet de loi sur la congolité à la veille des élections nous divise davantage plus qu'il nous unit. Pour le cardinal, au lieu de nous focaliser sur l'examen d'une telle loi qui nous divise, nous ferions plutôt mieux de nous resserrer les coudes pour déceler le jeu funeste des ennemis de notre patrie avec leur velléité, balkanisation de notre pays, avait-il annoncé lors de la messe dite en ce dimanche de Pâques. Sur un tout autre sujet, le journal écrit
9e jeu de la francophonie, les infrastructures seront prêtes d'ici le 20 mai 2023. Vu le retard enregistré pour le début des travaux, notamment la fermeture des frontières suite à la pandémie de Covid-19, le village de la francophonie qui devrait être construit aux alentours des stades Tata Raphaël afin d'assurer la proximité des athlètes ne sera plus possible. Le gouvernement a décidé de contourner l'obstacle en aménageant les halls de l'université de Kinshasa qui serviront de logement aux athlètes. À l'auteur de l'article de préciser que le budget global pour l'organisation des 10 Jeux s'élève à plus de 66 millions d'euros. Ce budget est partagé entre le pays organisateur et tous les autres membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Concrètement, le pays organisateur s'occupe de la construction et de la réhabilitation des infrastructures parce que celles-ci resteront son patrimoine après le jeu. Le quotidien Le Journal, de son côté, note que 39 pays ont confirmé leur participation au jeu de la francophonie. Tout ce qui se fera dans l'organisation de jeux doit rester dans le cadre d'un héritage, a souligné le ministre de la Communication et Médias. Au journal de rappeler que le 9e jeu de la francophonie prévu du 8 juillet au 6 août à Kinshasa accueilleront 5000 athlètes et artistes. L'événement aura 9 disciplines sportives et 11 activités culturelles. Vous étiez nombreux à suivre cette revue de presse. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Fin de cette édition, mais avant de la refermer complètement, le rappel des principaux titres. Martin Fayulu et Adolphe Muzito, la séparation est désormais actée. Les deux leaders ne sont plus dans la même plateforme de la Mouka. Le parti de Muzito dit avoir constaté l'auto-exclusion de Martin Fayulu de la coalition. Le week-end dernier, l'ancien candidat à la présidence, Martin Fayulu, avait placé un autre coordonnateur, excluant de facto son désormais ancien alter ego Adolphe Muzito. À l'international, vous l'avez suivi, le secteur minier en Tanzanie continue à être un moteur de l'économie avec une contribution au PIB de plus de 9% actuellement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Vous suivrez notamment à 21h en direct. L'émission Chemin Critique sera présentée par Willy Albert Kalingai. Bonsoir chez vous.